Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons parler de la nouvelle Assemblée populaire nationale, son installation et les premières déclarations de sa présidente Khalida Boufdesh. Nous poursuivons aussi notre émission sur le dernier entretien accordé par le président Abdelmajid Tebboune à la presse. Il était face à deux journalistes. Parce qu'au-delà de ce qui a été dit, une autre question mérite, à mon sens, d'être posée. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Dans cette émission, nous nous intéressons aussi aux grands absents de cet entretien, au non-dit du président et aux questions qui n'ont pas été posées par les journalistes. Pourquoi aucune question sur le phénomène des haragas, par exemple, qui continue de pousser de nombreux jeunes à risquer leur vie en mer? Pourquoi le silence sur les coupures d'électricité qui ont marqué cet été et sur les incendies de forêt et leur gestion? Pourquoi la crise des pneus qui affecte de nombreux automobilistes n'a pas été évoquée? Et pourquoi aucun échange sur la question des détenus politiques et d'opinion, un sujet qui continue d'alimenter le débat au sein de la société et des organisations de défense des droits humains? Autant de thèmes qui occupent une place importante dans le débat public et qui étaient absents de cet entretien présidentiel, malheureusement. Et avec nos invités, nous analyserons ce soir ces silences, leur portée politique et les questions qu'ils soulèvent. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné par Mnower Djahadi depuis Alger. Mnower Djahadi, elle est ex-députée. Mnower, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et à vos invités ainsi que qui vont suivre cette émission. Merci à vous. Et depuis Bruxelles, le militant défenseur des droits humains et avocat, Maître Salah Debbouz, bonsoir. Bonsoir, c'est Adel. Bonsoir à Simon et aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Merci, Maître Debbouz. Monsieur Djahadi, hier, le nouveau Parlement issu des élections législatives du 2 juillet dernier a été officiellement installé et une femme, Khalida Boufdesh, si je ne me trompe pas, a été élue présidente, une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Noor Djahadi, faut-il se réjouir de l'arrivée de cette femme à la présidence de l'APN et voir une sorte d'avancée et une émancipation ou juste un décor démocratique? Effectivement, c'est une très bonne chose pour l'Algérie et c'est la première femme présidente de l'Assemblée populaire nationale depuis l'indépendance. Deuxièmement, elle est issue de mon parti, le Front de la Libération nationale. C'est une très bonne chose et comme vous le savez, que l'Algérie, comment dire, depuis plus d'une décennie, la promotion de la femme, nous l'avons partout. Nous avons déjà 9 ministres femmes. Nous avons des PDG des entreprises publiques. Nous avons aussi sur la scène internationale, nous avons beaucoup de femmes ambassadrices et consuls. Donc, sur ce domaine-là, l'Algérie, elle avance bien. Donc, la promotion de la femme est une réalité, est devenue une réalité et non pas un slogan. Merci, Noor Djahadi. La même question pour Maître Salah Debbouz. Maître. Alors, une femme à la présidence de l'Assemblée ou des femmes députées ou des femmes dans des postes de responsabilité, en soi, c'est une chose à encourager, bien sûr. On va pas dire. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, ça, c'est une façade.
Le vrai problème, c'est que la femme en Algérie, elle est dans un statut de mineur à vie, c'est-à-dire il y a un problème de loi. Il y a le code de la famille qui dit que même si la femme est juge, si elle veut se marier, il faudrait qu'elle ait un tuteur, il faudrait que son tuteur légal soit présent. Et il y a d'autres traitements dans le code de la famille qui font de la femme, qu'elle soit en position de mineur, la question de l'héritage, par exemple. Je pose ces questions parce qu'elles sont très, 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 très importantes. Je donne un exemple comme ça dans l'héritage. Si vous avez dans une famille un garçon unique et qu'il perd son père ou sa mère, il est l'héritier unique. Mais si c'est une fille, elle n'est pas héritière unique. Il faut chercher un garçon le plus proche, même s'il est au 3e ou 4e degré, pour hériter avec elle. Donc ça, c'est des positions très, très gênantes pour la femme. Et le statut de la femme reste un statut de seconde position par rapport à ce qui se passe dans le monde moderne. Donc, mettre une femme, d'autant plus que c'est désignée, je ne voulais pas trop critiquer sa désignation, mais les responsables en Algérie, ils sont, même à l'APN, ils ont toujours été désignés. La preuve, un des députés du FLN avait déclaré juste avant qu'ils avaient reçu des instructions pour faire passer une personne donnée au poste de président. Donc, sur le plan de la démocratie et du statut de la femme, il y a beaucoup de choses à dire. Sur le plan maintenant que l'Algérie a en 3e position protocolaire une dame, c'est vrai que c'est quelque chose en soi, c'est une bonne chose, mais il faut dire que ça reste une vitrine et c'est l'arbre qui cache la forêt, à mon avis. Donc pour vous, ce n'est pas une avancée pour la cause féminine et pour l'émancipation de la femme algérienne? En Algérie, il y a tous les droits qui sont bafoués, y compris ceux de la femme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les droits de la femme, mais la femme a toujours été en 2e position. Mais nous avons une répression de la société. Aujourd'hui, le même jour, la dissolution du syndicat du CNAPES, quelques années avant la dissolution de la ADDH, je ne sais pas combien de partis politiques ont été dissous. Donc nous avons un problème d'émancipation de la personne humaine. Et dans ce problème-là, il y a encore la femme qui subit une marginalisation de la part de la société comme de la part des institutions de l'État. Maître Salah Debbouz, on va écouter Madame Khalida Boufdesh qui s'est exprimée aujourd'hui à l'occasion de son investiture et à l'occasion aussi de sa réception par le président Tebboune au palais de Mouradia. وبهذه المناسبة نتوجه بأسمى عبارات التقدير والوفاء إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على جهوده في قيادة مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز مكانة بلادنا إقليميا ودوليا. كما نرفع تحية اعتزاز وإكبار إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني سليل جيش التحرير الوطني حامي الوطن وحصنه المنيع وإلى جميع أسلاك الأمن على ما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وصون أمانة المواطنين واستقرار البلاد. تشرفت اليوم بأنني حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تقدم لي مشكورا بتهنئتي بمناسبة انتخابي رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، باعتباري أول امرأة تتولى منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني في تاريخ الجزائر المستقلة.
كما حظيت بشرف الاستماع إلى توجيهات رئيس الجمهورية السامية بشأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تكاتف الجهود وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للوطن والمواطن. وأغتنم هذه الفرصة لأجدد التأكيد على عزم المجلس الشعبي الوطني على مواصلة العمل بروح المسؤولية وتوافق بما يسهم في تحقيق الأهداف التي رسمها السيد رئيس الجمهورية في إطار الجزائر الجديدة المنتصرة. وشكرا. Monsieur Djihadi, vous étiez déjà député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un président d'APN est tenu de rendre hommage au président de la République et de lui porter carrément allégeance? Effectivement, donc, c'est Nabil, avant que je vous réponde, avant que je réponde à votre question, c'est Adel, je m'excuse. C'est Adel, avant que je réponde à votre question, donc je voudrais apporter quelques éclaircissements en ce qui concerne de ce qu'il a avancé, Maître Debbouze. Bien sûr, il a évoqué le militant du FLN qui a évoqué que nous avons reçu, effectivement, il a reçu des instructions de la part du secrétaire général du FLN. Et c'est normal, parce qu'avant-hier, la veille de l'Assemblée, de l'organisation de cette Assemblée pour la désignation du président ou de la présidente de l'APN, il a eu effectivement une réunion au niveau du siège du FLN à Hydra. Et justement, des orientations ont été données dans ce sens. Effectivement, c'est une militante de notre parti et du droit du secrétaire général du FLN de donner des orientations, des instructions à ce que tous les députés FLN doivent automatiquement voter pour elle. Donc ça, c'est... Mais monsieur Djihadi, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que le FLN n'aurait pas... Est-ce que le FLN ou le secrétaire général du FLN n'aurait pas reçu des instructions de la présidence de la République, c'est ce qui se dit, pour porter Mme Khalida Boufdech à la tête de l'APN? Non, moi je dis que le FLN a eu la majorité des voix, donc ça lui revient de droit la présidence de l'APN. Donc le secrétaire général a proposé aux partis de la coalition qui sont le FLN, le RND, le Moustaqbal, etc. Donc, ils ont été pour cette femme, cette candidate proposée par le FLN. Et en fin de compte, il y a eu justement tous ces partis de coalition, comment le stipule la constitution algérienne. Donc, c'est la majorité présidentielle qui a emporté les élections du 2 juillet. Et effectivement, ce qui s'est passé, le FLN a eu la majorité avec 91 voix. Il est la première force politique du pays. Et donc, automatiquement, la présidence lui revient. Très bien, mais vous ne répondez pas à ma question, en fait. Est-ce qu'un président de l'APN, vous qui étiez déjà député, est tenu de porter allégeance au président de la République et à l'institution militaire? Non, à la rigueur, le président de la République, parce que comment dirais-je, la Constitution est là. La Constitution, il y a deux choses. C'est-à-dire la coalition présidentielle qui l'emporte, c'est le président de la République qui en est le chef, étant donné que les 4 ou les 5 partis, le FLN, le RND, le Moustaqbal, le BIN, etc., qui sont la coalition présidentielle qui tourne autour du programme de M. le Président de la République. Donc effectivement, et comme le FLN a eu la majorité, donc tous les partis de l'Alliance ont été d'accord pour la présidence, effectivement, le Président de la République, il doit être, comment dirais-je, informé. Donc moi, je ne trouve pas où est votre inquiétude, je dirais que c'est normal. Il y a la Constitution, et c'est pour ça que la Constitution stipule que si la majorité présidentielle, le président va choisir le Premier ministre, et il n'est pas obligé de nommer des ministres au sein de l'APN. Et dans le cas où la majorité présidentielle n'a pas eu la majorité, c'est-à-dire comment dirais-je, l'opposition qui a eu la majorité, c'est le chef du gouvernement sera issu
des parlementaires, c'est-à-dire des partis ou les députés majoritaires. Et dans ce cas-là, ça sera un chef du gouvernement qui présentera un programme du gouvernement, de son gouvernement à l'APN. Donc, les choses sont claires. Le président de la République doit être informé, étant donné que ces partis-là qui ont eu la majorité de la coalition, présidée par le président de la République. Donc, ça retourne autour du président. Très bien. Il a parlé aussi. Il a parlé aussi des orientations reçues de la part du président Tebboune et de la prochaine étape. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la prochaine étape? Bon, je ne rentre pas dans le secret des dieux, de Dieu. Donc, moi, ce que je sais, c'est que ce militant, effectivement, qui a été évoqué par Maître Debbouze, c'est un militant du Front de la Libération nationale. Il a évoqué textuellement qu'ils ont reçu des instructions pour qu'ils votent. Mais bien sûr, donc je l'ai dit, je le répète, le secrétaire général du FLN a siégé, a réuni l'ensemble des députés issus du FLN la veille de l'Assemblée pour la désignation du président ou de la présidente. Donc effectivement, il a donné des instructions à ce que toutes les voix de notre parti doivent aller à la candidate du FLN. Exactement. Donc, ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Merci. Allez-y. Je n'ai pas entendu parler que les députés ont reçu des instructions de la présidence. Ça, je ne l'ai pas entendu. Ça se dit. Bon, ça se dit. Beaucoup de choses qui ont été dites. Mais sans fondement, comme ça, c'est des rumeurs, c'est Merci, Monsieur Djihadi. Restez avec nous. Maître Salah Debbouze, est-ce que le président de l'APN, ou la nouvelle présidente en fait de l'APN, qui a rendu hommage au président Tebboune et à l'institution militaire et leur a carrément porté allégeance, est-ce qu'il doit son élection justement au président de la République ou à la présidence de la République, plutôt qu'aux électeurs? Voilà. Alors, ce qui a été dit dans le discours de la présidente de l'APN, quand elle a fait son discours, elle a rendu hommage à Tebboune, à l'armée et au service de l'ordre, mais pas aux électeurs. Donc, ce sont ces gens, les gens à qui elle a rendu hommage, même pas à son parti politique. Donc, elle a rendu hommage aux gens qui ont fait d'elle présidente de l'APN, élue d'abord et présidente de l'APN. C'est très simple à lire le décor. Ensuite, de quelle majorité présidentielle parle ces Mlawar? Tebboune lui-même, dans son interview d'hier, il a dit qu'il n'y a pas de majorité. Il a dit qu'il n'y a même pas de majorité et une majorité présidentielle encore moins. Il a dit que la Constitution dit qu'il, quand il n'y a pas de majorité présidentielle, le président peut choisir un technocrate et désigner un gouvernement technocrate. Alors, Tebboune dit qu'il n'y a pas de majorité présidentielle et nous avons M. Mnawal qui dit qu'il y a une majorité présidentielle. Autour de quoi? Tebboune, c'était un candidat indépendant. Il était candidat indépendant. Est-ce que un chef d'État, quand il est, entre guillemets, élu sous aucune couleur politique, comme candidat indépendant, est-ce qu'il a une majorité? Il n'a pas de majorité. Et lui, il a déclaré hier, dans son interview, il a dit on n'a pas de majorité et on n'a pas de majorité présidentielle. Maintenant, on veut inventer quelque chose qui s'appelle une majorité présidentielle. De toute façon, tout ça, c'est un faux débat puisque ça ne sert à rien d'avoir une majorité ou une opposition dans le champ politique algérien parce que la chose publique algérienne est gérée par les services de renseignement. Ce n'est pas l'APN, ce n'est pas la présidence. Il y a Tebboune dans la Constitution qui a toutes les prérogatives, mais il y a des gens qui font marcher Tebboune. Et là, ça marche de manœuvre, bien sûr.
l'APN et le Sénat, ils sont sous son contrôle, toute la justice est sous son contrôle, ce n'est pas un système démocratique, ça. C'est un système dictatorial avec une vitrine démocratique. Maintenant, bien sûr, les gens qui bénéficient de ce système, ils vont faire l'effort nécessaire, ils vont développer tous les discours pour nous faire comprendre le contraire de ce qu'on voit. Pourquoi un chef de la première chambre parlementaire va rendre visite au chef de l'État pour recevoir des orientations? On n'est pas dans la séparation des pouvoirs. Pourquoi aller chercher des orientations de Tebboune, sachant que tous les projets de loi viennent du gouvernement? C'est-à-dire, maintenant, le Parlement algérien est devenu une chambre de validation de projets de loi qui viennent préparer et qu'on peut faire amender quand on veut, comme on veut, selon les ordres, et pas les orientations, les instructions et même les ordres dictés par les gens qui tiennent réellement le pouvoir. Qui tiennent réellement le pouvoir? Ben, ce sont les gens que la présidente désignée à qui elle a rendu hommage. Elle a rendu hommage à Tebboune, à l'armée et aux services de sécurité en premier lieu. Merci, Maître Debbouze. Monsieur Djihadi, vous avez certainement suivi la rencontre de Monsieur Tebboune avec deux journalistes algériens et vous avez certainement remarqué l'absence de beaucoup de sujets qui n'ont pas été évoqués par Tebboune lui-même, ni des questions sur ces sujets ont été posées par les journalistes. L'exemple des haragas, par exemple, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pousse en fait des jeunes Algériens à quitter le pays en traversant la mer. Pourquoi, selon vous, ces questions n'ont pas été posées à M. Tebboune? Bon, merci. Avant encore une fois, que je réponde à votre question, je réponds à Maître Debbouze en ce qui concerne la majorité présidentielle. Si ce n'est pas la majorité présidentielle, elle existe bel et bien. Comment le président de la République a choisi dans le passé et va choisir dans le futur proche un Premier ministre et non pas un chef du gouvernement. Donc, comme le défunt Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou, il était tout le temps candidat libre. Mais il avait les trois partis de coalition qui étaient le FLN, le RND et Hamas. Donc, comme aujourd'hui, le président de la République, effectivement, il a été élu président de la République en tant que candidat libre, mais ne serait-ce qu'il y a beaucoup de partis qui tournent autour du président et qui soutiennent justement le programme du président de la République et sont la majorité aujourd'hui au niveau de la PN. Donc si ce n'est pas la majorité présidentielle, la Constitution, comment lui confère comment dirais-je, le droit de désigner lui-même le secrétaire, le Premier ministre et non pas un chef du gouvernement. Donc ça, je ferme cette parenthèse. Allô? Oui, je vous entends, allez-y, je vous entends. Ok. Maintenant, les questions lors de la rencontre de M. le Président de la République avec les médias, donc je dirais que même les questions qui ont été posées, et malheureusement, le discours ou la rencontre a duré environ 2 heures et ça ne peut pas durer encore plus. Parce que tellement qu'il y a beaucoup de priorités pour le président et pour les journalistes qui lui ont posé la question sur l'avenir de l'Algérie, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. Donc, et en ce qui concerne les haragas, c'est des actes que chacun est libre. Il assume ses responsabilités. Et j'ai toujours dit sur ce sujet-là, ça ne concerne pas ni l'État, ni la République, ni le président de la République, ni le gouvernement.
ni les partis politiques. C'est des gens, c'est des jeunes qui ont été. Il y a une mafia qui motive ces jeunes-là. Et la question qui se pose, est-ce qu'un Harraga qui veut sauver, qui veut partir de son pays comme ça, avec 1 million de dinars, avec 1,5 million de dinars, ça, ce n'est pas un Harraga qui n'a pas trouvé sa place au niveau dans son pays. Au contraire, il y a des mafias qui sont en train de manipuler ces jeunes en leur disant qu'en Europe, ils ont besoin de main-d'œuvre. Excusez-moi de vous interrompre, mais pas tous les Haragas, la grande majorité des Haragas, ils parlent de chômage, de mal-vie, d'absence d'espoir dans leur pays, l'Algérie, et qu'ils prennent le risque. Vous pensez que quelqu'un qui est à l'aise dans son pays et qu'il a tout dans son pays va prendre le risque de traverser la mer pour rejoindre l'autre bout de la Méditerranée? Non, je dis que le chômage, il existe partout, même aux États-Unis, il existe en France, en Angleterre. Le chômage existe partout. Il n'y a pas un pays dans le monde, dans ce globe terrestre, qui a un taux de chômage qui tend vers zéro, qui est égal à zéro. Ça, ce n'est pas possible. Et de deux, il y a beaucoup de gens, je ne dis pas tous, je dis que la majorité des Harragas, ils déboursent beaucoup d'argent pour qu'ils partent. Pourquoi? Parce que cette mafia-là, qui s'enrichit sur le dos de nos jeunes, en leur disant que l'Europe commence à vieillir, en France, ou là, en Espagne, ou là, en Italie, ou là, en Suisse, ou là, en Allemagne, la population vieillisse, et ça demande une main-d'œuvre, et avec une paye de 2000 ou 1500 euros par mois. Donc le jeune là, il dit que vite fait, il va convertir les 1500 ou les 2000 ou les 2500 euros en dinars. Il trouve avec un salaire de 300 000 ou 400 000 dinars. Et donc il est motivé pour qu'il parte. Et troisièmement, le Harragaz, ce n'est pas uniquement nos jeunes. Il y a même comme il a dit la dernière fois, le premier ministre espagnol, et il va régulariser à peu près 500 000 comment dirais-je, de différentes nationalités, surtout de l'Amérique du Sud. Ouais. Son papier qui va le régulariser. D'où viennent ces gens-là, ces jeunes de l'Amérique du Sud? C'est des Harragas qui sont venus en Espagne, étant donné qu'ils ont un lien en Espagne, parce que l'Espagne, c'était leur ancien colonisateur. Donc, Monsieur Djihadi, excusez-moi, si l'État n'est pas responsable des Harragas, n'est pas responsable de la situation des jeunes qui quittent aujourd'hui le pays, pourquoi l'Algérie avait entrepris des démarches pour faire revenir un groupe d'adolescents qui avaient quitté le pays, justement, en Espagne? Non, je n'ai pas dit que l'État ne fait rien. L'État, il y a des lois algériennes, il y a des lois de la République algérienne qui sanctionnent justement, qui pénalisent ces gens-là. Donc l'Algérie est en train de lutter contre ce fléau. D'accord, donc l'Algérie pénalise le fléau, mais elle n'est pas responsable des soucis ou du marasme que vit la jeunesse qui quitte aujourd'hui leur pays. Mais un jeune qui est motivé par certains gens malhonnêtes, en leur disant que on va vous trouver de l'argent, on va vous sortir de l'Algérie, on va vous procurer des postes de travail dans des pays. Et ça, je ne me répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le jeune là, il voit qu'il va toucher 2000-2500 euros, donc il va tenter sa chance. Et c'est justement ce qui se passe actuellement. Donc, si vous me permettez encore, l'Algérie, qui soit sur la parité du pouvoir d'achat, sur l'IDH, sur l'indice de développement humain, sur le taux de chômage, sur le niveau de vie, sur l'Algérie, ce n'est pas le premier pays au niveau africain. Donc, il faut tous les agrégats macroéconomique, le RBE, le revenu brut, le national brut, le RNB. C'est l'Algérie a sauté au revenu supérieur. Donc, avec 7 950. Pourtant, le SMIC ne dépasse pas les 180 euros. Hein.
Le SMIC, monsieur, le SMIC ne reflète pas le salaire. Le salaire est une chose, le SMIC est un autre. Il ne faut pas confondre. Le SMIC est une chose et le salaire est une chose aussi. Donc il s'agit de deux choses différentes. Mais le niveau de vie, c'est-à-dire le salaire, si on prend le salaire moyen de l'Algérien par rapport à son environnement, sur le plan parité du pouvoir d'achat, effectivement, le salaire de l'Algérien, il est beaucoup plus supérieur que le salaire réel de certains pays, soit d'Afrique, soit des pays arabes, soit ailleurs. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, la parité du pouvoir d'achat par rapport au PIB, c'est-à-dire le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, reconverti en PPA, en parité du pouvoir d'achat, le revenu algérien, c'est à 18 600 $. C'est le premier en Afrique. Ça, il ne faut pas. Donc, effectivement, avec l'inflation qui tourne autour de 2%, M. Djadi, cette réalité, malgré toutes ces avancées sur le plan économique de l'Algérie dans les 6 années passées, mais le citoyen, effectivement, c'est vrai, parce que actuellement, la politique de M. le Président de la République, il est en train de faire stabiliser, augmenter au fur et à mesure le pouvoir d'achat et assurer l'avenir des générations futures. Ce qu'on appelle l'économie durable ou le développement durable. Donc, tous les investissements aujourd'hui, par exemple, les investissements dans la voie ferrée, les investissements dans le phosphate, tout ce qui se passe sur le développement des routes, tous ces investissements, c'est pour assurer justement l'avenir ou des générations futures. Il ne faut pas, si le président de la République ou si la politique actuelle de notre gouvernement ou de notre président manger ce que nous avons aujourd'hui, l'Algérie aujourd'hui, il peut facilement percevoir un salaire de, je dirais, de 5 000 $ par mois. Et merci, M. Djadi. On va vite. Monsieur Djadi, restez avec nous. Nous allons continuer à débattre justement de ces questions. Abdelmajid Tebboune n'a pas parlé aussi de la crise des pneus. C'est ce qui concerne en premier lieu les citoyens, les automobilistes aussi. Il n'a pas parlé aussi des détenus politiques et d'opinion. Il n'a pas évoqué la gestion des feux de forêt et il a omis d'évoquer beaucoup de questions. Maître Salah Debbouze, est-ce que l'État, comme le dit si bien M. Djadi, n'est pas responsable de ces haragas? Vous savez, avant de répondre à cette question, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur une chose. Qui donne les chiffres? Si c'est Tebboune qui donne les chiffres, Tebboune il donne les chiffres qu'il veut. Il faut une institution, à travers le monde, c'est des institutions neutres, qui ne sont ni des technocrates. Et elles ne montent pas ces institutions. En Algérie, les chiffres sont donnés par le chef d'État. Et tout le monde reprend les mêmes chiffres et les répète. Donc, moi, je considère ces chiffres pas crédibles du tout et pas la peine de discuter de PIB, de je ne sais pas quoi d'autre, etc. Le résultat d'une économie probante dans une société, c'est le citoyen qui le sent tout de suite. Quand vous avez l'électricité, vous avez l'eau et vous avez accès à la médecine, vous n'avez pas de panne, vous voulez passer un scanner, c'est comme si vous buvez un verre d'eau, ça ne vous pose pas de problème. C'est ça, c'est ça les indices, les vrais indices. Les vrais indices, ce n'est pas des chiffres que n'importe qui peut balancer. Les vrais indices, c'est la vie de tous les jours. Ensuite, les haragas. Tebboune lui-même dit que les haragas, ils ont fui la justice. Il a dit que beaucoup de jeunes ont fui la justice et s'ils ont de petites affaires, qu'ils reviennent et on va passer l'éponge. Alors donc maintenant, j'entends chômage et j'entends d'autres histoires qui n'ont rien à voir. J'ai rencontré des haragas ici. Alors absolument tous les haragas que j'ai rencontrés. Il y en a d'autres peut-être qui ont d'autres raisons que je ne connais pas. Mais absolument tous, ils ont un problème, mais alors sérieux, avec la justice. Et en général, c'est des problèmes d'opinion.
en général, même si c'est des gens qui sont, même si c'est des gens qui ne sont pas instruits, il y a des haragas qui ne sont pas instruits, mais puisqu'ils ont une opinion, même s'ils ne savent pas s'exprimer, ils sont en colère contre leur situation socio-économique, ils le disent, ils le font savoir, eh ben, ils sont poursuivis ils sont recherchés par les services de renseignement, les services de sécurité et la justice. Et ils se débrouillent le million de dinars ou je sais pas quoi. Il y en a qui font vendre le bijou à leur maman, il y en a qui volent de l'argent, il y en a qui se débrouillent cette somme parce qu'ils n'ont plus le choix, ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, ils prennent des risques. Moi, à Haraga, j'ai rencontré à Haraga, il m'a dit, j'ai failli, parce qu'il a traversé de l'Italie de la Libye vers l'Italie, il m'a dit, on a failli mourir, et je pensais qu'on allait mourir, mais je n'ai pas regretté d'avoir quitté le pays parce que je n'avais aucune chance de vivre librement en Algérie, parce que je savais que j'allais mourir en prison si j'étais resté en Algérie. Alors, qui est responsable de cette situation, de ce marasme très profond? C'est un marasme socio-politique très profond, mais malheureusement, nous avons des discours politiques qui veulent nous faire comprendre que tout va très bien en Algérie et que l'Algérie est comme tous les pays du monde, ou peut-être même mieux, et que les gens ils sont en train d'inventer des histoires. Alors, si l'Algérie, le taux de chômage, prenons l'exemple, si le taux de chômage en Algérie est le même que celui de France, pourquoi il y a des haragas de l'Algérie vers la France ou là vers l'Espagne? Il n'y a pas de haragas vers l'Espagne ou là de la France vers l'Algérie. Tout simplement parce que c'est une question de dignité humaine. Il n'y a pas d'autre terme qui détermine ça. Et la dignité humaine, ce n'est pas des chiffres. Aujourd'hui en Algérie, si vous êtes élu, si vous avez une certaine classe sociale, et je vous assure, ça ne dépasse pas, ça représente à peu près le nombre de gens qui votent, ou même un petit peu moins. Bien sûr que vous n'avez pas de problème. Si vous êtes bon ou si vous êtes une personnalité qui a les moyens qu'il faut, ben si vous êtes malade et vous n'avez pas, comme Bengrina la dernière fois, il a dit je vais partir me soigner en Europe pour ne pas déranger les Algériens ici dans leurs moyens de soins. C'est-à-dire pire que le geste lui-même, la déclaration. Cette déclaration, c'est une déclaration qui prend les Algériens pour des stupides, pour des gens qui ne comprennent rien du tout. Et comment même ça, tu vas partir te soigner? Maître de Bouze, je vous rappelle, et même Tebboune, lui aussi, ne se soignait pas en Algérie. Mais jamais un président algérien ne s'est soigné en Algérie quand c'est sérieux. Quand c'est sérieux, c'est toujours vers d'autres pays que les présidents algériens partent pour se faire soigner. Pas seulement les présidents, tous les grands responsables. Même Chinguiha, il était en Europe pour se soigner, je crois en Suisse, ou même j'ai entendu parler qu'il était même ici à Bruxelles. En tout cas, on n'a jamais d'informations sérieuses, c'est des rumeurs. Alors, il ne faut pas. Alors, je vais vous dire une chose. Tebboune lui-même a balancé beaucoup de bonnes intentions hier. Il faut faire la différence entre dire on va faire et on va faire et on va faire et se présenter devant le peuple pour dire je vais inaugurer, voilà ce que j'ai fait. Je vais inaugurer telle structure. Il y a une grande différence entre présenter la réalisation et en parler. Depuis 2019. Très bien. Même Maître Salah de Bouze dire on va faire et on va faire et on va faire et on va faire. Vous savez, le mot Algérie nouvelle, c'est un mot inventé par le colonisateur. C'est-à-dire même les slogans, Algérie nouvelle, j'ai une pancarte en noir et blanc qui date de 1900, je crois, les années 50, avant l'indépendance. La France faisait la promotion de l'Algérie nouvelle. Aujourd'hui, même les slogans, on n'arrive pas à trouver de bons slogans en reprenant de ceux de l'époque coloniale. Maître Salah de Bouze, même le président Tebboune reconnaît à demi-mot
qu'il y a beaucoup d'insuffisances et qu'il appelle justement au dialogue national avec les partis politiques. On va l'écouter ensemble. الأحزاب اللي دارت المؤتمر تاعها حسب ما ينص عليه القانون، قانون الأحزاب. أنا مع الدخول الاجتماعي وجو فولدي نتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب، مع الدخول الاجتماعي نلتزم بالأحزاب اللي اليوم ماشية مع القانون، دارت المؤتمرات نتاعها وإلى آخره. Je peux pas dire plus. Monsieur Djihadi, le dialogue social avec les partis politiques et la société civile, ça a été annoncé lors de la prestation de serment de Monsieur Tebboune pour son deuxième mandat. Il l'avait promis pour le premier trimestre 2026. Nous sommes au troisième trimestre et il le reporte encore pour la rentrée sociale, c'est-à-dire le quatrième trimestre de l'année 2026. Qu'est-ce qu'il y aura réellement lors de ce dialogue? Est-ce que ça va réellement se tenir, ce dialogue, enfin? Effectivement, la problématique ou le problème qui est posé tout le temps en ce qui concerne, bon, Maître Debbouze est un éminent avocat, il n'est pas économiste. Il a pris cette phrase ou ce questionnement que l'Algérie, c'est les institutions nationales ou le président de la République ou le gouvernement algérien qui déclare les chiffres ou qui avance des chiffres, je dirais, faux. C'est le langage de tous ceux qui ne voient pas l'Algérie se développer. Ce que j'ai dit à Maître Debbouze, une fois pour toutes, il y a un système de comptabilité nationale, ce qu'on appelle le SCGN, le système de comptabilité nationale de l'ONU. C'est un document qui est composé de plus de 1000 pages, signé par le président, par le secrétaire général de l'ONU, par l'OCDE, par le directeur général du FMI, le directeur général de la Banque mondiale, et suivi par ce qu'on appelle la commission des statistiques au niveau de l'ONU. Donc, le système de comptabilité nationale, c'est en garantissant la comparabilité internationale, c'est-à-dire pour qu'on puisse comparer chaque pays avec les mêmes méthodes, les mêmes standards et les mêmes chiffres pour pouvoir comparer tel ou tel pays qui avance ou le meilleur que l'autre sur le plan tel ou tel, sur le plan PIB, pour comparer les taux de comment dirais-je, le DH par exemple, ou le Gini, l'indice Gini, la croissance économique. Il faut que les mêmes standards, les mêmes formules, la même méthodologie qui est applicable pour tout le monde. Si chaque pays invente sa propre méthode, donc on ne peut pas comparer les économies à l'échelle internationale. Donc il faut arrêter les chiffres algériens, le PIB, tous les agrégats macroéconomiques sont faux. L'Algérie obéit au système national, au système comptable national issu de l'ONU. Il y a chaque trimestre, il y a les inspecteurs de la Banque mondiale et du FMI qui contrôlent l'ensemble des pays en appliquant conformément à l'article 4. Je sais que le maître Debbouze connaît tout ça. L'article 4 de la charte des Nations Unies en ce qui concerne le Fonds monétaire international, les membres adhérents, qui à peu près 190 pays, obéissent à ces contrôles, et ce contrôle-là doit être, tous les chiffres déclarés doivent être cohérents et applicables avec ce standard de système de comptabilité nationale. Maintenant, en ce qui concerne votre question, le dialogue national, oui.
le dialogue national, effectivement, il devrait se passer début 2026. Il y a un petit retard en ce qui concerne la loi sur les partis. Donc, juste après, il y a, eu la convocation du corps électoral pour l'Assemblée populaire nationale. Et maintenant, comme il a déclaré avant-hier, effectivement, maintenant, il a déclaré que le dialogue avec les partis politiques va se faire avec la rentrée sociale. Et comme ça, donc Très bien, Monsieur Djihadi. Monsieur Djihadi, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui justement de dialogue social lorsque l'on sait que des partis politiques sont aujourd'hui interdits de faire de la politique réellement? Et ceux qui critiquent ont été poursuivis en justice. Le PST et le MDS, leurs locaux ont été mis sous scellé. Le chef du MDS a été poursuivi en justice. Il a fait même de la prison. La Ligue algérienne pour la défense des droits humains, elle a été dissoute. L'association RAJ, elle a été dissoute. Hier encore, le CNAPEST, qui représente des milliers d'adhérents à travers le territoire national, a été dissous. Peut-on parler de dialogue social? Effectivement, le dialogue social avec des partis politiques et associations qui obéissent justement à la Constitution nationale. Donc cette république, qui est la République algérienne démocratique et populaire, a une constitution qui a été votée par la majorité du peuple algérien, qu'elle doit être justement appliquée. Et il y a des lois de la République que chacun, il a été révisé la loi sur les partis politiques. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Il y a le RCD, et le FFS, ils ont eu leur siège au niveau de l'APN. Donc maintenant, il y a eu des partis qui insultent le président de la République, l'armée populaire nationale. Ce n'est pas de leur droit que tu donnes ton avis. Qui a insulté le président de la République? Qui a insulté le président de la République? Celui que vous avez cité tout à l'heure. Je n'ai jamais entendu ça. Le parti politique a été scellé. Lequel? Ah oui, le Fethi Gharas, je n'ai jamais entendu des insultes de sa part, que ce soit contre le président ou contre quelqu'un d'autre. Comment se fait-il, c'est Adel? Est-ce que, Monsieur Djihadi, est-ce que au FLN ou dans la conception de la politique chez le président Tebboune, critiquer les politiques publiques aujourd'hui, c'est de l'insulte? Oui, non. Moi, en tant que ce dernier Sinabé, moi, en tant que militant du Front de la Libération nationale depuis plus de 40 ans, j'ai fait 2 mandats au niveau de l'APN. J'étais président directeur général d'une entreprise publique. À l'âge de 34 ans, j'étais manager d'une entreprise publique. Et de temps en temps, maintenant, je suis en retraite. En mon âme et conscience, sans toucher quiconque, j'écris sur ma page Facebook, j'écris des choses qui me paraissent anormales. Donc, et personne, wallah al-azim, personne, je dis les choses. Les bonnes choses, je dis c'est une très bonne chose, je les encourage, mais il y a des choses qui tournent par an. Je dis en toute sincérité, en toute honnêteté, par honnêteté intellectuelle, je dis qu'il faut telle chose, surtout sur le plan économique. Très bien. Pourquoi selon vous, le CNAPEST a été dissous hier? Le CNAPEST, je me rappelle très bien, depuis sa création, depuis 2011-2012, j'avais une petite fille elle était fait l'école primaire, elle va à l'école une journée sur 15. Chaque semaine, il déclarait il est de Boumertes, je le connais. Chaque semaine, il déclare. Il fait la grève. Il fait la grève pour revendiquer des droits. Non, c'est du droit. Oui, voilà, barakallah fik, c'est Adel. La loi, il faut la respecter. Mais elle n'est pas de façon unilatérale. Moi, en tant que la liberté d'expression aux États-Unis, mais qu'est-ce que la liberté d'expression à l'infini? En France, il y a des limites à la liberté d'expression. Hein? En Belgique aussi. Monsieur Djihadi, il nous faut une autre émission en fait pour parler de ces questions des libertés. Il semble qu'on a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Maître Debbouze, en moins d'1 minute, un dernier mot. Ah non, mais il faut me donner le... Ah non, il y a des choses qui ont été dites, il faut que je réponde.
Sauf, premièrement, moi j'ai une licence de droit, je suis avocat, mais j'ai aussi un diplôme en économie. Et je sais ce que c'est que la comptabilité générale, la comptabilité analytique et tout ça, et le bilan, etc. Alors, c'est vrai que nous avons un plan comptable national inspiré du modèle que propose l'ONU, mais on n'est pas sous contrôle de l'ONU. Ça, pour aller vite. Ensuite, le FMI ne contrôle pas les banques algériennes et la Banque d'Algérie toutes les semaines, comme le prétend c'est Mnawar. Nous avons un contrôle annuel, mais un contrôle des indices macroéconomiques, c'est tout. Ce n'est pas un contrôle de la sincérité des comptes. Ce n'est pas un contrôle de la bonne gestion. Autrement, pourquoi il y a eu 10 milliards de dollars ou plus Tebboune a parlé de plus de 10 milliards quand on lui a dit combien de détournements des 10 milliards, il a dit oh. Alors, comment ils sont partis si c'était l'ONU qui contrôlait? Et jusqu'à maintenant, il y a des fuites très très graves par les gens qui tiennent le pouvoir actuellement. Maintenant, pour le CNAPES, bon, d'abord, je veux dire quelque chose sur Fethi Agharres. C'est un ami. Moi, j'étais l'avocat de Hamid Farhi, l'ex-secrétaire général du MDS et de Fethi Agharres et d'un autre groupe de militants. Je vous apporte ma garantie et ma parole, je vous donne même ma parole, que jamais ils n'ont insulté personne. Et que celui qui prétend que Fethi ou le MDS, ou même Hamid Farhi, quand il était vivant, qu'ils ont insulté n'importe qui, qu'ils apportent la preuve. Mais Djish Goul, il a insulté, il n'a insulté personne, surtout Fethi Agharres. Fethi Agharres, il insulte. Ça, c'est. Alors, celui qui insulte, c'est celui qui fait des déclarations. Merci, merci Salah Boubouz. Celui qui fait des déclarations. Celui qui insulte aujourd'hui, c'est tout bon, il faut le dire. Et hier, il a dit ça, c'est pas une insulte. Alors, il ne faut pas dire aux gens ne me critiquez pas, parce que moi, je vais prendre vos critiques comme une insulte pour justifier votre répression et la dissolution de la Ligue, de la rage, etc. Et empêcher des Algériens d'entrer en Algérie, empêcher d'autres d'en sortir, sous prétexte qu'ils font des insultes. Et toi, comme chef d'État, tu es là, tu te donnes la liberté d'insulter des pays, des peuples et des personnes, c'est-à-dire sans contrôle. Non, ça c'est vraiment de la contre-vérité. Merci Maître Debbouze. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie également Monsieur Nowar Djahadi. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h. Merci encore.